Deuxième trimestre débutera le 13 septembre prochain. Quelle est la formule qui sera adoptée pour combler le retard pédagogique? Vous savez, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir où nous voulons partir. Notre but principal a toujours été d'assurer que les enfants puissent compléter leur programme d'études. Et on sera toujours motivé par la même, le même raisonnement. Parce que pour nous, il nous faut assurer que durant l'année scolaire, l'élève arrive à compléter son travail. Et toutes les mesures que nous allons prendre vont être avec le but de permettre aux élèves de compléter leur programme et de pouvoir se présenter avec beaucoup plus de confiance pour les évaluations. Alors, ceci dit, je vous ai déjà rappelé que nous avons une équipe qui travaille dessus, nous avons plusieurs scénarios, et la première, on va aller par étapes, la première des choses sera de faire présenter nos possibilités au High Level Committee et ensuite le faire approuver par le bureau politique, par le Conseil des ministres avant de le rendre public. Mais là, il ne nous reste que 10 jours. Quelle est la formule privilégiée? Ben voilà, je vais vous dire, vous me dites qu'il reste 10 jours, je vais vous dire qu'on est au premier jour des vacances. Ok. Quand même un petit tips, qu'est-ce qu'elle formule? Je viens de vous dire que pour moi, c'est essentiel que l'élève couvre ce programme d'études et puisse se présenter en toute sérénité pour l'évaluation. Et ça, il va falloir bien sûr s'assurer que l'enfant se sente bien dans sa peau avant qu'il aille prendre les examens. On a toujours dit que l'enfant reste le centre de nos actions. Et combien de formules, combien d'options vous travaillez en ce moment? Ben, je vous ai dit que l'équipe est en train de travailler dessus. Ils ont certainement plusieurs options dépendant du conseil que nous recevons du ministère de la Santé, nous permettant de savoir exactement quelle est la situation au niveau de la pandémie. Parce qu'on a toujours dit que nous avons deux priorités, la continuité pédagogique, mais aussi la sécurité des élèves. Okay. Bon. La réforme éducative du 9-year Continuous Basic Education a été introduite en 2014. Est-ce toujours d'actualité avec la COVID-19? Je dois dire que la réforme éducative est bien plus large et d'une grande envergure. Ça comprend la réforme que nous avons apportée au niveau du primaire et du lower secondary, ce qu'on appelle le 9 Years of Continuous Basic Education, mais ça touche aussi l'ensemble, c'est-à-dire la formation technique, la formation technologique, l'enseignement supérieur, tout cela ensemble. Parce que là, nous avons plusieurs autres facettes que nous devons prendre en considération. Le Special Education Needs, il y a aussi le pré-primaire. D'ailleurs, nous allons nous concentrer sur le pré-primaire dans la prochaine année scolaire. Et là, il y a tout ça que nous devons revoir. Alors, le 9 Years Continuous Basic Education, vous en parliez tout à l'heure, nous sommes arrivés à la NCE, nous avons pu prendre ces premiers examens et les élèves ont pu être admis dans les académies qui sont maintenant des institutions co-educational, c'est-à-dire pour filles et garçons. Alors, tout ça sont les différentes étapes de la réforme, mais il faut aussi se dire qu'il y a, là vous parlez surtout du passage from one grade to another, mais il y a aussi tous les autres aspects, tous les soft skills que nous avons essayé d'inculquer chez les jeunes. Par exemple, au primaire, nous sommes arrivés avec le Holistic Education Program, où les élèves font, bien sûr, ont appris à s'exprimer avec le qu'on appelle déjà Communication Skills, qui a été introduit dans toutes les langues. Il y a aussi tout l'aspect musique, art qu'on a introduit. Il y a aussi la natation scolaire qu'on a pu réaliser maintenant et que maintenant, ça a été roll out dans toutes nos écoles pour tous les élèves de grade 4. Le programme d'études de la natation aussi a été amélioré avec 40 sessions qui est intéressant parce que l'élève apprend à nager. On se dit toujours, nous vivons dans une île entourée d'eau, il nous faut donner à nos enfants toutes les compétences qu'il faut pour vivre pleinement leur vie sur l'île.
Vous évoquez toujours, enfin souvent, la section de Health and Wellness. Et avec la pandémie, dans le concret, comment est-ce que vous aidez les élèves? Premièrement, quand on parle de Health and Wellness, on parle de la santé de l'enfant, mais on parle aussi de son well-being. Hein? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Health and Wellness, vous avez tout l'aspect du bien-être de l'enfant, c'est-à-dire l'apprendre comment gérer ses émotions, l'apprendre comment se comporter, l'apprendre comment se comporter pendant la pandémie, apprendre comment travailler avec les autres, apprendre tout. Quand on parle de soft skills, on parle aussi d'apprendre à respecter l'autre, à collaborer avec l'autre, à travailler ensemble. Ce sont des skills qu'il nous faut dans le nouveau, dans le, comment je vais vous dire ça, the new era que nous sommes en train de vivre, dans l'ère nouvelle. Et alors là, les enfants apprennent tout cela. C'est ça le Health and Wellness Directorate, c'est ça son rôle. Vous avez dû voir que durant la pandémie, sous le Health and Wellness Directorate, nous avons le National Counseling Services, et le National Counseling Services a offert aux élèves la possibilité de leur soutenir, de leur parler pendant la pandémie. Certains ont appelé, ils ont reçu le soutien de nos psychologues. D'autre part, nous sommes venus avec ce protocole dans les écoles qui a été travaillé par le Health and Wellness Directorate, bien sûr, avec la collaboration du ministère de la Santé. Il y a tout ça qui se fait. Mais c'était aussi important de dire qu'aujourd'hui, là, avec nos 34 psychologues que nous avons de ce National Counseling Service, nous allons avoir 34 autres, qui veut dire que dans les jours à venir, nous serons équipés de 68 psychologues. Est-ce qu'ils iront dans les écoles? Comment ça va se faire? Bien sûr, ils sont là déjà à travailler à travers les zones, pour les 4 zones, mais quand la nécessité se fait sentir, les psychologues vont dans les écoles, rencontrent les élèves, leur donnent l'encadrement qu'il faut. On est en train d'augmenter l'effectif afin de pouvoir mieux encadrer nos jeunes. Nous savons que les jeunes ont besoin de ce soutien. Mais à part cela, sous ce directorate, nous avons aussi les Educational Social Workers qui, eux aussi, ont un travail extrêmement important à faire. C'est-à-dire de faire le lien avec les parents, d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas quand un enfant s'absente, quel soutien qu'il faut les apporter. Alors, le Health and Wellness Directorate est extrêmement important parce que ça comprend l'autre aspect de l'éducation. On éduque, on donne des connaissances, mais il faut aussi assurer que ces jeunes-là puissent évoluer comme des citoyens responsables et leur donner les atouts pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut apprendre aux jeunes. Mais vous me dites, disons que ça va passer par la zone, mais si l'enfant ou le parent remarque qu'il y a un souci, est-ce que le parent peut s'approcher? Certainement, parce que nous avons bien sûr un système bien établi avec un hotline et les parents peuvent toujours appeler au ministère, au Health and Wellness Directorate, et le ministère va bien sûr envoyer les psychologues voir les parents à l'école, là où ça peut se faire, mais aussi, on va demander aussi aux social workers, educational social workers, d'aller voir s'ils peuvent porter leur aide. Et avec la COVID-19, plusieurs parents qui avaient leurs enfants dans les écoles privées payantes ont dû les transférer vers les écoles publiques. Est-ce que vous avez un nombre de ces enfants? Je veux dire que c'est pas bien de dire que c'est avec Covid, parce que nous avons remarqué cela depuis 2017. Chaque année, nous avons bon nombre de professeurs, de parents qui font transférer les élèves vers nos institutions publiques. Depuis le début de la réforme, nous avons vu ce mouvement des élèves venant des écoles privées payantes vers nos institutions. Le chiffre tourne autour de 150, 450. Voilà, M. Bitou qui est en train de dire 450. 450 par an? Par an? Oui. Ok. Quelles sont les dispositions prises, disons, pour les enfants qui n'ont toujours pas de connexion Internet? Disons la nouvelle formule. Vous savez, moi, je sais que nous avons donné toutes les informations au ministère de Social Integration, et l'information que j'ai, c'est qu'ils ont déjà, à travers la Mauritius Telecom, connecté les familles qui sont sur le Social Register et qui sont dans une région où ils peuvent avoir la connexion, et ils ont aussi remis les tablettes à tous les élèves dont les parents sont sur le SRM,
et de grade 10 à 13. Ok. Ça a été fait. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, ceux qui sont pas, qui ont boudé les cours même, qui malgré les trucs, mais Écoutez, il faut se dire que nous ne vivons pas dans une situation facile et que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés, que les gens ont des craintes, etc. Mais nous avons jusqu'ici mis en place un système pour protéger les enfants. Vous avez dû remarquer que moindrement que nous apprenons que quelqu'un vient d'une famille où il y a eu des cas positifs, on demande à ce que l'enfant soit isolé, la classe soit isolée, et en même temps, on prend les peines de nettoyer, le ministère de la Santé arrive, fait comment on appelle ça, la désinfection, et déjà, après, les élèves peuvent retourner. Alors, si on boude, il faut qu'on se rende compte que le gouvernement fait beaucoup pour assurer que les classes peuvent se faire. Maintenant, on peut pas, moi je dirais qu'il faudrait que les gens agissent comme des gens responsables. Parce qu'on ne peut pas bouder l'école juste parce que on se dit que moi j'irai pas. Il y a d'autres qui vont, les classes se font, les professeurs vont là-bas. Alors il faut faire l'effort. est-ce que vous comptez, avec le ministère de la Santé, revoir ce protocole de fermeture de 2 jours? Vous savez, nous autres, au ministère, on avait demandé à ce que ce soit une fermeture d'1 jour. Il y a eu quelques cas des élèves qui se sont plaints de brûlures, etc., le lendemain. Et c'est pour cette raison qu'on avait demandé d'attendre 1 jour pour permettre l'aération des salles de classe. Mais je pense qu'il va falloir qu'on bouge, et on va essayer de voir avec le ministère de la Santé s'il nous conseille qu'on peut bouger vers one day closure. Moi, je serai partante parce qu'il nous faut assurer que les élèves puissent regagner l'école, et il faudrait aussi qu'on arrive à s'adapter à la nouvelle normalité. Et pourquoi pas fermer que la classe où l'élève est infecté? Vous savez, tout dépend de l'état d'âme des gens, l'état d'esprit des gens. Nous autres, nous sommes conscients qu'on aurait pu le faire, mais il y a des craintes. Nous fermons l'école pendant une journée et le lendemain pour l'aération. Déjà, le 3e jour, certains parents refusent d'envoyer les enfants à l'école. Alors nous autres, il nous faut rassurer les parents d'une part, et aussi d'assurer que les classes se font. Et alors nous allons trouver la formule, et toujours guidés par le ministère de la Santé, qui s'il vient de nous dire que la situation est contrôlable et qu'on peut le faire, nous irons dans cette direction. Mais on sera guidé par les principes scientifiques. Ce que le ministère nous dit, et c'est là que nous allons déterminer comment le faire. Parce qu'il faut se dire aussi que déjà nous avons une bonne partie de la population qui a été déjà vaccinée. D'autre part, nous attendons les vaccins Pfizer pour les élèves, et le gouvernement a dit qu'on va réserver Pfizer pour les élèves de 12 à 17 ans. Alors déjà, nous sommes en train de bouger dans cette direction pour la protection des enfants. Mais on verra tout ce qui est permis scientifiquement. Si nous savons que ces vaccins-là sont safe pour les enfants, on va l'utiliser. On est en train de faire tous les démarches pour recevoir les vaccins Pfizer pour les élèves. On va réserver pour eux. Et il n'y a pas de date encore arrêtée Si, nous savons déjà qu'une cargaison va arriver. La date, il va falloir demander au ministère de la Santé, parce que tous les jours, ils ont des nouvelles et la situation évolue. D'accord. Pour revenir à ma première question, vous m'avez dit qu'il faut passer par le High Level Committee, puis le cabinet. Est-ce que c'est cette semaine-ci, c'est la semaine prochaine? Je vous ai dit, c'est un travail qui se fait en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous allons voir toutes les possibilités et nous allons choisir l'option la plus effective, comme dirait l'anglais, pour s'assurer que nos jeunes soient protégés et que la continuité pédagogique prime. Est-ce qu'il est prévu qu'on retourne sur l'ancien calendrier scolaire? Vous savez, je ne veux pas parler en faisant des hypothèses. Nous sommes là dans une situation exceptionnelle, nous sommes en train de suivre, mais je dois dire que tout se fait pour l'intérêt de l'enfant. Nous sommes à la fin du premier trimestre, on va voir comment évolue la situation. Une fois que nous arrivons à compléter le programme d'études, justement, est-ce que vous êtes confiante qu'on va pouvoir compléter ce 26 jours de retard, 30 jours? Tout comme vous, nous sommes en train d'évaluer la situation. Mais il va falloir rattraper. Okay. Et il y a plein de choses. Je ne veux pas venir parler des formules
avant que nous soyons sûrs dans notre tête et clairs dans notre tête, c'est la formule que nous allons appliquer. Et je viens de vous dire que nous avons travaillé, il me faut avoir l'aval du ministère de la Santé me disant que oui, ça c'est possible. Ben à ce moment-là, on va présenter notre plan au High Level Committee et ça passera par le Conseil des ministres avant d'être rendu public. D'accord. Et quelle est la politique pour le ministère de l'Éducation concernant l'éducation supérieure? Il y a quelque temps, vous avez évoqué que les étudiants ont privilégié un petit peu les étudiants étrangers, les étudiants africains à venir un peu plus chez nous. Non, ce que nous avons premièrement, notre projet de l'enseignement supérieur pour nos enfants, pour nos jeunes, bien sûr que nous voulons que ça évolue, nous voulons que les élèves sortent du système bien équipés pour faire face à tous les défis qui viennent vers eux, et en même temps, il nous faut ouvrir nos portes et permettre aux élèves de la région de profiter du système que nous avons ici. Nous venons de recevoir 50 boursiers venant du continent africain qui vont rentrer au pays, qui vont de ce fait rentrer Ils au vont venir système. quand est-ce qu'ils arrivent? De toutes les façons, vous savez, les élèves, les étudiants sont en train d'entrer au pays graduellement et bien sûr, ils devront se faire vacciner, ils devront avoir les 2 doses du vaccin et bien sûr, ils devront attendre les 14 jours avant de prendre l'avion. Mais déjà, avec les institutions qui vont ouvrir la porte très bientôt, en octobre pour certains, on est en train de préparer. Ceux qui veulent venir font déjà des demandes au ministère de Foreign Affairs et on est en train de travailler de ce sens-là. Mais l'essentiel, c'est quoi? Quand nous disons que nous voulons devenir un education hub, il nous faut mettre l'emphase sur la qualité. Et là, nous sommes en train de travailler conjointement avec les institutions que nous avons ici, le High Education Commission, le Quality Assurance Authority. Il y a aussi des partenaires étrangers qui sont en train de travailler avec nous pour cela. Et nous voulons dire aussi, par exemple, que l'Université de Maurice est en train de bouger vite pour devenir une entrepreneurial university. Par contre, l'Open University est en train de encore élargir cette panoplie de cours qu'ils offrent. De l'autre côté, l'UDM, toujours en collaboration avec l'Université de Limoges, est en train d'offrir des possibilités de Masters in Artificial Intelligence avec plein d'autres sujets, tout comme UTM. Et là, je dois dire que il y a Polytechnics Mauritius qui est devenu, allons dire, un nouveau, allons ajouter fleuron de notre landscape éducatif. Et là, je dois dire que beaucoup de cours très intéressants sont offerts aux jeunes parce que nous vivons dans un monde nouveau. Les jeunes ont beaucoup d'affinités pour la chose technologie et les cours qui sont offerts, AI, Internet of Things, Robotics, Blockchain, tout ça intéresse les jeunes et beaucoup des jeunes peuvent se tourner vers les polytechniques. Et en plus, les polytechniques ont une articulation avec les universités, que ce soit UTM, UDM ou l'Université de Maurice, à part les universités étrangères telles que la Trobe University, HTMI de Switzerland et une série d'autres. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler des 5 crédits, mais aussi encourager les autres enfants qui n'ont pas obtenu ce critère de se tourner vers MITD, vers Polytechnics. Pas seulement. Parce qu'il faut se dire que les élèves n'ayant pas eu les 5 crédits peuvent choisir d'aller vers d'autres formations. Et là, je dois souligner que c'est important de croire dans l'élève. L'élève qui a eu 3 crédits ou 4 crédits, moi je vous dis que je suis confiante que ces élèves-là peuvent continuer leur formation, continuer leur éducation et grandir. L'idée maintenant, c'est que à travers le système, que ce soit la filière académique, la filière technologique, la filière technique, la filière artistique, dans toute cette panoplie d'offres, nous savons que les jeunes, à travers le monde, doivent bouger vers ce qu'on appelle le lifelong learning. C'est-à-dire le jeune qui, après la grade 11, décide d'entrer dans le monde du travail, pourra parfaire ses skills, ses compétences, en joignant le MITD ou les polytechniques ou encore l'high-tech pour continuer leur étude. Et là, quand je parle de lifelong learning, vous savez qu'à travers le monde, vous avez des jeunes
qui choisissent, après leur scolarité, d'entrer dans le monde du travail et de continuer leurs études en parallèle. Et si vous voyez les économies qui ont réussi, que ce soit le Singapour, la Corée, le Canada, l'Allemagne, la Finlande, vous avez plus de 50% des jeunes qui sortent des collèges, qui vont vers ces filières et qui par la suite rentrent dans le monde du travail et continuent leur formation. Je prends l'exemple. Si vous parlez de FDI, Fashion and Design, vous avez plein de jeunes qui peuvent aller là-bas. Je prends l'école hôtelière. Vous avez plein de jeunes qui peuvent aller continuer leurs études, travailler et continuer leurs études. Vous prenez high-tech, lycée polytechnique de Flac. Combien d'ingénieurs ont débuté là-bas et ont terminé leurs études à l'université de Maurice. Vous prenez maintenant, par exemple, chez nous, au MITD, qui maintenant tombe sous le high-tech, vous avez CITEC, vous avez l'école d'ébène, vous avez des jeunes qui vont pour des études en software technology, qui font des études en IT, etc., engineering, software engineering, qui complètent leur degré à l'université de technologie. Alors, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'ouvrir une panoplie de pathways, et les élèves peuvent continuer à étudier. Vous savez, par exemple, quand je parle de l'université de technologie, il y a des élèves qui vont continuer là-bas pour faire le engineering, et nous sommes en train de dire que c'est possible pour tout le monde. Vous voulez aller faire du fashion and design, vous allez là-bas. Avec les 3 crédits, vous pouvez entrer au Polytechnique, faire le cyber security, et par la suite, après votre certificate in cyber security, vous allez à high-tech, vous faites votre certificate in cyber security, vous allez au Polytechnique, vous faites votre diplôme, ensuite vous allez terminer avec un degré à UTM ou à d'autres universités. Nous avons tous ces pathways-là pour nos jeunes. Il faut croire. Et nous avons plein de gens qui font ce parcours-là et éventuellement arrivent à contribuer pleinement dans la société et dans l'économie du pays. Et c'est ça que nous voulons. L'élève peut choisir. Maintenant, il y a des élèves qui, avec le 5 crédits ou avec le HSC, peuvent choisir pour aller vers ces formations. Et là, c'est ça que nous voulons, qu'il y ait des gens qui décident de le faire. Parce que nous savons clairement que quelqu'un qui poursuit ses études dans la filière technologique ou dans la filière technique ou dans les arts peut gagner sa vie très très bien. Et il va falloir encourager ces jeunes. Il faut qu'il y ait un change in mindset. On parle tout le temps de réinventer notre système éducatif. Seulement quand on essaie d'apporter un changement, les gens se cantonnent et essayent de se dire non, on va garder l'ancien système, sans réaliser que le monde évolue. Mais est-ce que ces centres-là, quand vous parlez de high-tech, de FDI, école hôtelière, lycée polytechnique de Flac, est-ce qu'ils ont revu le programme d'études en fonction du marché du travail? Certainement. Vous savez, ce que les gens ne réalisent pas, que nous sommes arrivés en 2014. On est venu avec une vision. On a parlé de la vision 2030. On a parlé d'une économie qui allait bouger vers une autre étape. Et quand on vient avec une vision pareille, il nous faut préparer nos ressources humaines pour qu'il y ait les gens voulus pour ce type de pays, d'économie que nous sommes en train d'aspirer à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la formation, c'est l'éducation qui doit être vue. C'est tout cela que nous avons fait. Depuis 2014 à ce jour, nous sommes attelés à revoir l'enseignement dans son ensemble, que ce soit dans nos écoles, dans nos académies, dans nos universités, dans les polytechniques. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens puissent se préparer pour ce monde. On le dit toujours, l'économie, le monde du travail évolue si rapidement qu'il nous faut préparer nos jeunes à pouvoir s'adapter à cette évolution. Vous allez voir à travers le monde, l'UNESCO, toutes ces instances internationales vous disent que maintenant, personne ne pourra se dire que je m'engage dans une filière ou bien j'entre dans un monde, je commence une carrière et que je vais rester dans cette carrière jusqu'à la fin de mes jours. On vous dit qu'il va falloir que vous changiez d'emploi à peu près une dizaine de fois durant une vie. Et pour pouvoir le faire, il nous faut préparer nos jeunes à développer les compétences pour les rendre ce qu'on appelle versatile. Ils doivent pouvoir s'adapter à de nouvelles choses. Et ils doivent pouvoir
se réinventer, c'est-à-dire il doit pouvoir être des lifelong learners. C'est ça le but. Et on vous dit, que ce soit dans la filière académique ou dans la filière technique, les jeunes devraient pouvoir continuellement revoir leurs compétences, réapprendre. C'est ça la notion de lifelong learning. Et il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on a eu moins de 5 crédits, que c'est un dead end. Non. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous avez 4 crédits, vous avez 3 crédits, vous allez faire votre formation, que ce soit à FDI, que ce soit à MITD, que ce soit à high-tech, que ce soit au Polytechnique. Par la suite, vous rentrez dans le monde du travail ou vous choisissez de continuer vos études, vous sortez avec votre certificat, vous passez à votre diplôme, du diplôme, vous allez faire votre degré, vous terminez avec un bachelor's ou même un master's. On a ouvert de nouvelles possibilités. On a des pathways divers. Seulement, il nous faut maintenant qu'on ait la maturité et ce changement de mindset pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Parce que je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Je vous ai dit tout à l'heure là que des pays comme l'Allemagne, le Singapour, la Corée, le Canada l'ont déjà fait. Nous sommes en train de leapfrog. On est en train d'aller vite et on aspire à donner à nos jeunes cette possibilité de s'épanouir, peu importe leur intérêt et leurs compétences. On parle des intelligences multiples, on y croit dedans, et si on croit dans les intelligences multiples, il nous faut donner à nos jeunes ces possibilités multiples. Vous savez, on est habitué à Maurice d'avoir des gens qui vont à l'école, du primaire au secondaire, du secondaire, soit aux universités, soit dans le monde du travail. Le monde change. Dans les pays d'Europe, vous allez voir que la plupart des jeunes, après leur scolarité, ils entrent dans le monde du travail et par la suite, ils continuent leurs études dans les universités, dans les polytechniques. On vous dit que en Allemagne, il y a tellement d'institutions pour la formation technique que c'est extraordinaire. Et quand je parle de formation technique, les gens ont tendance à croire que c'est que des choses mécaniques. Mais vous savez, on a débuté là, avec au Polytechnique. L'architecture, le leisure management. Le leisure management est tellement important dans un pays comme le nôtre, à une vocation touristique. Ben, il nous faut pouvoir trainer nos jeunes à pouvoir faire une panoplie de fonctions dans le monde du tourisme. Les guides, les, comment on appelle ça déjà, les event managers, les entertainment managers. Alors tout ça c'est possible. Nous avons le golf management course qui aide aux jeunes qui veulent aller dans ce sens-là. Les cours de natation. On est en train de préparer tout cela pour que les jeunes de demain, il ne faudrait pas qu'on pense seulement aux jobs qui sont là aujourd'hui. Quand quelqu'un commence sa formation aujourd'hui, il sortira du système dans 3 ans, 4 ans. Et le monde évolue. C'est ça que nous voulons, préparer nos jeunes pour qu'ils soient versatiles, pour qu'ils soient résilients. La pandémie vient de nous montrer que la capacité d'être résilient est peut-être une des choses les plus importantes. Et je le dis toujours, les soft skills sont encore plus importants aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet là de travailler avec moi là? C'est parce que votre collègue et vous, vous êtes en train de travailler en équipe. Et alors, une des choses les plus importantes, c'est de permettre aux jeunes de développer cette capacité de travailler avec les autres, cette possibilité de collaborer, cette possibilité de penser différemment. On parle de think out of the box. On vous dit que maintenant, you need to be out of the box only. Et alors, comme ça, vous faites qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de restreintes. Et l'éducation veut dire la capacité de s'adapter, d'apprendre et d'appliquer ses connaissances. Il ne faut pas un système où on vient remplir la tête des élèves et on se dit que bien bon, c'est bien fait, c'est fini. Non. Et quand je dis que l'éducation doit évoluer, que ce soit dans la filière académique, que ce soit dans les autres filières qui existent. Regardez, par exemple, hier, on a fait l'inauguration de l'aquarium sur le Codan. Vous savez, quelles sont les possibilités d'emploi là-bas?
vous avez tous ces jeunes qui étudient la biologie. Vous avez tous ces jeunes qui peuvent aller travailler dans divers secteurs within l'aquarium. Là, je dois dire, on parle aujourd'hui de aquariologie, les études des eaux. Et alors là, c'est quand même quelque chose de nouveau, une new terminology. Ces jeunes, aujourd'hui, peuvent aller vers tout ça. Nous parlons de Blue Economy. Mais il ne faut pas préparer les jeunes pour tout ça. Et alors, il y a tant de possibilités qui n'existaient pas dans le passé, mais qui existent aujourd'hui. Maintenant, la culture des coraux, hein, la culture des coraux, tout ce qui a trait au changement climatique, la préparation de nos jeunes vers le green construction, hein, le green energy. Alors, tout ça demande une formation nouvelle, une éducation nouvelle. Et alors, il nous faut préparer nos jeunes pour tout ça. Et quand je parle de change in mindset, il faudrait que les gens commencent à comprendre quelle est notre vision pour l'éducation, quelle est notre vision pour la formation, quelle est notre vision pour tous les différents sous-secteurs de l'éducation. Et quand on apporte une réforme de cette envergure, il nous faut essentiellement travailler par étapes. Et nous sommes arrivés à cette étape. Nous sommes en train de revoir vraiment tout ce qui est dans l'enseignement technique. Nous sommes en train de revoir aussi l'enseignement supérieur. Il faut se dire que nous avons passé une nouvelle cap. Et là, une nouvelle étape. Moi, vous expliquer pourquoi. Pour l'enseignement supérieur, quand un élève sort du système scolaire, après la HSI, on demande toujours que l'élève ait au moins 2 A-levels pour pouvoir continuer. Maintenant, ce qui est possible aujourd'hui avec la nouvelle configuration, c'est qu'un élève qui a quitté le collège après grade 11, qui a choisi pour aller dans des filières différentes que le système éducatif tel qu'est, c'est-à-dire au lieu d'aller faire la HSI, d'aller faire un certificat ou un diplôme dans d'autres institutions, cet élève, après avoir obtenu son diplôme, pourra par la suite aller vers nos universités pour faire son degré et terminer avec un bachelor's degree. Ça, c'est nouveau. Le diplôme sera reconnu. Le Higher Education Commission est en train de travailler sur un système de credits et on reconnaît les credits. L'élève qui a fait le diplôme peut continuer. D'ailleurs, ça se fait déjà à travers la MITD, à travers le CITEC. Les élèves qui terminent leur diplôme au CITEC peuvent continuer leur degré en engineering à UTM. Alors, tout cela se fait. Et même au Polytechnique, je sais que les élèves qui ont suivi les cours en hôtellerie, ces gens-là, le Tourism and Hospitality, pourront par la suite faire leur degré dans les institutions étrangères s'ils le choisissent. Parce qu'il y a déjà des accords qui ont été établis entre Polytechnique Mauritius et les universités étrangères.